Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endottré, édition du 8 décembre 2024. On est vraiment à l'approche des fêtes de Noël. On vous parle aujourd'hui de certains résumés de conseils municipaux qui se sont tenus cette semaine avec des sujets, comme toujours, très intéressants et pertinents. On vous présente aussi une entrevue que nous avons réalisée avec M. Jimmy Mondor, propriétaire du IGA Famille Mondor à Berthierville, qui a subi des inondations majeures en août dernier. Et nous parle de la progression des plans, des projets, comment ça s'enligne pour la rénovation, pour présenter un IGA Berthier 2.0. Une autre entrevue qu'on vous parle, mais celle-ci provient de nos archives. Elle avait été réalisée par notre journaliste dans cette période-là, François Robert. Et cette entrevue est avec M. Claude Daigneault. M. Daigneault, qui est-il? C'est l'oncle de Barbara Daigneault. Barbara Daigneault est une des victimes de Polytechnique. Cette année, vendredi, le 6 décembre, nous avons fêté le 35e anniversaire de ce féminicide aujourd'hui, qu'on pourrait dire vraiment contre les femmes. Je veux dire, un anniversaire, c'est jamais un anniversaire très heureux, mais nous avions, lors du 30e anniversaire, parlé avec M. Daigneault, parlé comment que la famille avait réagi à cet événement-là. Et on vous repasse cette archive que nous avons pu retrouver dans nos soutes à CTRB. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. On vous rappelle qu'on vous présente un bulletin de nouvelles à tous les jours à compter de 18h pour, si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe dans la région. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Point 17, remplacement de ponceau des routes Bélanger, Gonzague, Brizard. Devis et plan pour appel d'offres. Oui, notre ingénieur MRC a complété le devis d'appel d'offres et les plans de construction. Donc, c'est que vous acceptez ça, puis qu'ensuite, moi, je les dépose dans le CAO pour un appel d'offres public en bonne et due forme. Parfait. C'est proposé par Richard Dion. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Non, mais j'avais une question. Oui, vas-y. Dans le devis que tu vas présenter, y a-t-il une date? Oui. On va ouvrir les soumissions le 8 janvier. Okay. Puis le plus bas soumissionnaire conforme va pouvoir commencer les travaux à partir du 14 janvier. Okay, il peut faire la plupart des travaux en hiver, sauf pour le pavage. On est content parce que en premier, ils ne touchaient pas à ça tant que c'était l'hiver, mais finalement, tout ce qui n'est pas pavage, ils peuvent le faire. Puis là, on attend les devis parce qu'on va grossir les tuyaux, c'est ça? Hein? Oui, ils ont été grossis. On a grossi les tuyaux. Fait que là, ben, si on n'avait pas passé par appel d'offres, ça passe à 130 000 et moins. Mais finalement, les deux ensemble vont sortir à 600 000 pour les deux. Donc, le 130 000 et moins, on oublie ça. Il fallait qu'on passe par la grande appel d'offres. Donc, c'est beau. Oui, on a les personnes. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 19. Programme d'infrastructure municipale d'eau. C'est le primo. Modernisation de l'usine d'eau potable, phase 2. Oui, ça c'est la résolution que vous devez adopter pour qu'on puisse soumettre les travaux de l'usine d'eau potable dans la subvention qu'on appelle le primo. Là, ça serait la première partie qui concerne la subvention pour la conception des plans et devis. Donc, comme je l'avais expliqué, c'est des travaux on change littéralement la nature de l'usine d'eau potable. Donc, le ministère se mêle là-dedans, puis c'est des gros montants qui offrent, c'est des gros pourcentages, mais on a beaucoup de travail, beaucoup de comptes à leur rendre. Richard Dion, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour faire une longue histoire courte, il y a beaucoup de monde qui ont vu qu'on fait des travaux à l'usine. C'est pour agrandir le bassin. Les travaux ils ont été retardés parce que quand ils ont fait la recherche, l'étude de sol, ils l'ont prise en avant. Au début, c'était supposé être en avant qui était la réserve. Mais finalement, on l'a fait plus de biais en arrière. Mais de biais en arrière, il y avait du roc qui n'avait pas été prévu. Donc, ça a retardé les travaux, il a fallu dynamiter.
Puis là, ben, le trou est fait, le fond est fait en ciment, mais là, les travaux vont arrêter parce qu'il faut, pour la qualité du béton et tout, pour être sûr que ça va être fait comme il faut, ça va être fait au printemps. Suite à ça, bien, il va y avoir l'autre étape pour la modernisation de l'usine. Puis une fois que tout ça va être fait, là, on va être bon pour les 50 prochaines années avec notre usine. Elle va être dans toutes les normes, dans toutes. Fait que, on a hâte que tout soit fait. Le point 20, programme d'infrastructure municipale d'eau primo, volet 1.1, offre de service. Donc ça, c'est un peu ce que je vous expliquais, la poutine, pour être capable de monter la subvention puis d'argumenter avec le ministère. On mandate la firme de génie conseil Équipe Laurence qui va nous accompagner dans le suivi de la subvention au montant de 9 600 $ avant taxe. C'est proposé par Annie? Annie Sylvestre. Secondé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 22, Aréna Joanie Rochette, intérêt pour un partenariat. Ben, je peux en parler. Ouais. Disons que la ville de Berthier et son conseil a reçu les municipalités du pôle Berthier pour voir c'était à quoi notre intérêt pour un partenariat pour la patinoire Joanie Rochette. Disons qu'ils nous ont proposé quelque chose, puis autant nous que plusieurs municipalités, ça ne fait pas notre affaire de faire partie. Ce qui était proposé, c'était un modèle de régie intermunicipale pour l'Aréna. L'Aréna aurait pu appartenu à Berthierville, mais elle aurait appartenu à la régie. On ne veut pas embarquer dans cette formule-là, nous. Donc, ils demandaient une réponse pour le 15 décembre. On les a envoyés. On va envoyer la réponse. On a envoyé la réponse. Puis, on est ouvert à des discussions pour voir où est-ce que ça va mener, ces discussions-là. Mais on attend un retour de la ville de Berthier pour le futur, pour l'Aréna Joanie Rochette. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait des sommes d'argent qui avaient été nommées? Ben, les sommes d'argent, c'est les sommes d'argent. Il y avait l'achat de l'Aréna de 4 millions, plus rénovation de minimum de 4 millions, puis le fonds de roulement qui était plus ou moins de 350 000 par année. Fait que nous autres, on ne voulait pas embarquer dans un modèle comme ça, parce que, et de un, ben, on va dire comme ça, l'Aréna est à Berthierville, et puis nous autres, c'était pas représentatif de l'utilisation qu'on en faisait de l'Aréna. Puis on va voir dans le futur, là, ça va être quoi la proposition, mais pour nous, on ne pouvait pas embarquer dans un modèle comme ça. D'autant plus que présentement, dans tout le pôle, c'est pôle Berthier élargi parce que ça comprend aussi Lavaltrie. Puis Lavaltrie, c'est le plus gros utilisateur de l'Aréna à Berthier. Puis ils ont toujours l'intention de se construire, eux autres, leur propre aréna. Donc, s'ils ont leur propre aréna, bien, ils vont dépenser leurs sous chez eux. Puis nous autres, on va avoir un support financier qui va être considérable. Fait qu'on ne voulait pas s'embarquer avant. Par contre, on sait bien que autant nos adultes que nos jeunes participent et utilisent l'aréna, mais on a notre capacité de payer aussi qu'il faut respecter. Puis on trouvera nos discussions, mais on va voir l'avenir, où est-ce que ça va nous mener avec Berthierville. Éric. Éric Deschênes, appuyé par Sylvain Toupin. L'autre question, c'est là 1 heure à peu près à Saint-Cuthbert. Le conseil municipal a dit non à votre offre de régie pour l'Aréna. Je pense que vous étiez au courant. En tout cas, ils ont dit qu'ils l'avaient dit. Puis, à mon contact là-bas. Okay. Et quel impact ça peut avoir? Je sais que vous attendez, c'était jusqu'au 15, les municipalités? Bien, c'est jusqu'au 15 décembre. C'est sûr qu'il y a des propositions qui ont été faites il y a 2 options qui ont été faites au niveau des municipalités. Il y a la proposition justement de régie, puis il y a une autre proposition qui a été faite, ou une autre option sur une entente intermunicipale. Ce qui arrive, c'est que là, j'attends vraiment de voir en réalité tout l'ensemble des autres municipalités qui ont été avec qui on a discuté pour pouvoir arriver et dire bon ben regarde, telle option et c'est plus celle-là que l'autre. Puis on va regarder suite à ça, il y a
quand même certaines autres options qu'on peut aller. Il y a des portes qu'on n'a pas encore peut-être explorées, ou il y a des choses qu'on n'a pas explorées, peut-être qu'on peut aller l'année prochaine, d'aller voir, d'aller sonder au pied de certains intérêts. Mais je réitère que c'est sûr et certain qu'il faut trouver des solutions, puis les maires avec qui j'ai discuté aussi, c'est clair qu'il faut trouver des solutions. La ville de Berthierville ne peut pas assumer seule les frais d'opération de l'aréna. Puis tout l'ensemble de qu'est-ce que ça engendre aussi. Donc, c'est sûr que ça va prendre une implication. Parce que, comme je disais, l'utilisation de l'aréna actuellement est à 15% des résidents de Berthier, mais c'est quand même énorme. On a 85% d'utilisateurs extérieurs, puis c'est les citoyens de Berthier qui payent. Donc, il faut trouver une solution. Pour avoir d'autres discussions, il faut que ça se déroule assez rapidement, j'imagine. Ben oui, de toute façon, on a dit qu'il y aurait des réponses écrites d'ici au 15 décembre. Et après ça, ben là, on va regarder. Là. De toute façon, il y a des options. Il va falloir qu'il y ait une réponse sur les options qui vont être prises. On commence à avoir déjà certaines réponses, mais c'est sûr et certain qu'on veut la réponse de toutes les municipalités. Instant de réflexion. Donc, quelques petites annonces comme ça, des activités à ne pas manquer. Il y a le concert de Noël vendredi le 13 décembre 2024 à 20h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, il reste des billets. Les billets sont disponibles à l'hôtel de ville. Ne pas oublier aussi, on est toujours dans la période des fêtes. Donc, une fête de Noël au centre-ville dimanche le 8 décembre. Aussi, fait que ça devrait être pas mal de fun. Je pense que le Père Noël est là aussi en même temps, que les enfants, emmenez vos enfants. En tout cas, ceux qui en ont. Stationnement de nuit, donc c'est interdit du 15 novembre au 15 avril inclusivement entre minuit et 8 heures, sauf exception, on est en période hivernale. Donc si la ville émet une levée de... Sauf l'exception, c'est si la ville émet une levée d'interdiction. Donc, c'est très important de vérifier les levées d'interdiction. Les levées d'interdiction sont affichées sur le site Internet de la ville et le système d'alerte système, soit en texto ou courriel. Aussi, depuis plus d'un an, ça, je suis content de pouvoir annoncer ça aussi, depuis plus d'un an, la firme Blanco travaille à la conception du nouveau portail citoyen et site web de la ville de Berthierville. Donc, M. Frenière et Mme Dubois étaient actifs dans ce dossier-là. La mise en ligne du nouveau portail aura lieu le 16 décembre 2024 et le nouveau site web sera en fonction début janvier 2025. Donc, c'est une bonne nouvelle. On fait une petite mise à jour qui était nécessaire. Et naturellement, le site va être beaucoup plus convivial et va comporter plusieurs nouveaux éléments intéressants aussi. Dernier point, en réalité, normalement je l'aurais dit en dernier, mais en même temps de mon mot du maire, donc au nom de l'administration du conseil de ville et en mon nom personnel, nos souhaits de joyeuses fêtes, une année 2025 remplie de bonheur et de santé. 6.5, mise en place d'un fonds pour les mesures d'urgence. Proposer à pied résolu d'autoriser la mise en place d'un fonds pour les mesures d'urgence, d'affecter au fonds réservé pour les mesures d'urgence une somme de 15 000 $ prise à même le fonds général. Alors, vous l'avez constaté, dans ce cas, nous, on l'a constaté, puis tout le monde l'a constaté à la Noret. Ça fait 2 ans d'affilée qu'on a des soubresauts de mère nature. Alors, on commence à constituer un fonds d'urgence. Cet été, le 9 août, suite au coup d'eau, on a dû aller... Je pense qu'on a débloqué 65 000. Ça nous a coûté un peu moins pour faire le ramassage des débris. L'année d'avant, ça a été les arbres qui ont été décimés à plusieurs endroits avec le coup de vent qu'on a eu. Et là aussi, on a dû... et ces sommes-là n'étaient pas prévues au budget. Alors, on commence à créer un fonds en espérant ne jamais l'utiliser. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Baudry. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay, à ma gauche, sur son faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime.
6.6, mise en place d'un fonds pour les investissements en immobilisation pour l'ORH. L'ORH étant l'Office régional d'habitation. Proposer, appuyer, résolu d'autoriser la mise en place d'un fonds pour les investissements en immobilisation à venir pour l'Office régional d'habitation, d'affecter un fonds réservé pour les investissements en immobilisation à venir pour l'Office régional d'habitation, une somme de 5 000 $ prise à même le fonds général. Bon. L'ORH, c'est 9 municipalités, c'est 12 immeubles. On a un immeuble juste ici, en arrière, qu'on appelait à l'époque l'OMH, qu'on appelle maintenant l'ORH parce qu'elle fait partie d'un plus grand ensemble. Et il va y avoir des rénovations majeures à faire en 2025. Et donc, il y aura des sommes à assumer par la municipalité, le gouvernement assumant 90 % de la facture. On n'a pas les montants encore, mais ça va être dans les quelques millions. Alors, on commence à créer un fonds. Ce n'est pas énorme, mais on va voir avec l'évolution de quel ordre pourra se monter la facture que la municipalité aura à payer. Mais on débute. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Maguire Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Adoption du règlement modifiant le règlement 135-2024 sur la gestion contractuelle, mesures pour favoriser les entreprises québécoises ou ailleurs au Canada et mesures concernant la rotation des fournisseurs. Donc, proposé, appuyé, résolu que le règlement 135-1-2024, ayant pour titre règlement 135-1-2024, modifiant le règlement 135-2024 sur la gestion contractuelle, mesures pour favoriser les entreprises québécoises ou ailleurs au Canada et mesures concernant la rotation des fournisseurs, soit adopté tel que déposé. Juste peut-être là, vous dire quelques lignes peut-être du dit règlement. Là. Je vais être sûr que je vais lire le bon. C'est bon. Alors, lorsque cela est possible, dans l'intérêt de la municipalité, les biens et les services québécois ou autres, ou autrement canadiens, de même que les entreprises ayant un établissement au Québec ou ailleurs au Canada sont préférées à tout autre concurrent lors de l'attribution d'un contrat de gré à gré ou lors d'envoi d'une invitation écrite à soumissionner lorsque le montant de la dépense est sous le seuil déterminé par le ministre obligeant de procéder par appel d'offres public. Dernier paragraphe peut-être. Pour les contrats de gré à gré, la municipalité favorise l'envoi de demandes de prix auprès de ces entreprises en priorité à tout autre concurrent, lorsque de telles demandes sont justifiées. En cas d'égalité des prix, de la qualité des services ou plus largement de toute offre comparable sur ces éléments essentiels entre une entreprise québécoise et une entreprise canadienne, la municipalité favorise l'attribution du contrat à l'entreprise québécoise. Alors voilà, c'est question d'achat local puis d'encourager nos entreprises au Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujolly. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Garage, études complémentaires, proposé, appuyé, résolu de retenir les services de la firme, ou plutôt la firme, les services EXP Inc., au montant de 61 294,32 taxes incluses, afin de réaliser une étude géotechnique ainsi qu'une étude environnementale de phase 1 et 2 dans le cadre de la réalisation de plans et devis pour un garage municipal. Je l'ai déjà dit, je vais vous le redire, c'est important de le préciser. Le garage municipal est en fin de vie. Alors, il faut vraiment rebâtir quelque chose d'ici les prochaines années. Alors donc, on avance tranquillement dans ce processus-là. Et ce soir, cette résolution-là, ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va permettre d'autoriser justement que EXP Inc. puisse procéder, entre autres la phase 1 étant finalement de faire une historique des usages du terrain à l'époque, le plus loin possible qu'ils peuvent reculer, pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination, il n'y a pas eu d'usage qui pourrait nuire à la construction d'un nouvel immeuble. Et la phase 2, c'est tout simplement les tests de sol. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolly, appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Puis 6.3, remplacement de la membrane directive de changement. Proposé, appuyé, résolu d'entériner la directive de changement, ouvrez la parenthèse, DC-MP-05, fermez la parenthèse, visant les travaux de remplacement de la membrane d'étanchéité sur le dessus de la réserve d'eau et qu'un budget de 88 000 soit prévu à cette fin. Alors, c'est une surprise. Dans le projet d'agrandissement des puits 6.3, oui, les puits, c'est une chose, les mettre en place, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'usine de traitement, où il y a des réservoirs souterrains et il y a de la terre par-dessus. Et suite aux travaux qui se font présentement, ils se sont aperçus que la membrane était en train de se désagréger, donc risque d'infiltration d'eau à travers le béton. C'est l'eau potable qui est en dessous. Donc, on ne peut pas, comme on dit, on ne peut pas badiner avec ça. Alors, on va procéder et donner le contrat pour qu'il change la membrane.
Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 9.3, plan de protection des sources d'eau potable. Considérant la résolution 2024-021, mandatant la firme Richelieu Hydrogéologie Inc. dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, volet 2, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'adopter le plan de protection des sources d'eau potable préparé par la firme Richelieu Hydrogéologie Inc. J'en ai fait la lecture, et puis, ben, c'est très bien. Est-ce que c'est sur le site de la municipalité? Éventuellement, il y aura peut-être certaines sections. Oui, ce serait bien de remettre en tout cas certaines sections, effectivement. C'est bien fait, puis ça dit ce que ça dit. Dans le fond, il faut protéger l'eau potable. On a déjà des bonnes mesures. Je vous dirais que ce qu'ils proposent, les modifications qu'ils proposent, oui, c'est intéressant, mais en gros, je vous dirais que les mesures qu'on a déjà sont quand même très, très, très fortes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. Avis de motion et dépôt de projet de règlement 58-3-2025 modifiant le règlement 58-2008 sur la compensation et la tarification de la consommation de l'eau potable. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 58-2008 sur la compensation et la tarification de la consommation de l'eau potable et dépose le projet de règlement 58-3-2025, lequel sera adopté à une séance subséquente. En 2025, on va... Là, c'est juste un avis de motion. Mais en 2025, on va retravailler, on en a parlé, les membres du conseil en ont parlé, on va retravailler la façon dont les tarifications fonctionnent au niveau de l'eau potable. Il n'y a pas de problème, l'eau potable avec les puits 6.3 qu'on vient de mettre en place, qui est en fonction présentement, qui fonctionne, le nouveau puits. Mais c'est une ressource qui est rare, c'est une ressource qui n'est pas inépuisable. Alors, on veut revoir la tarification, puis on veut revoir aussi, il y a un nombre de mètres cubes avec un tarif. Le premier tarif, premier nombre de mètres cubes. Et là, ce qu'on veut voir, on veut voir avec les familles qui consomment. En fait, le tarif de base, on considère qu'il faudrait le monter un peu, mais aussi être conséquent puis monter le nombre de mètres cubes disponibles pour les familles. Je dis les familles, mais dans le fond, c'est pour les logements en général. On se rend compte que présentement, une famille de 4 va consommer 300 mètres cubes et notre nombre de mètres cubes de base est de 155. C'est ça? Oui. Et de 155. Donc, on veut voir comment on peut moduler ça. Si les gens consomment 300 pour une famille, pour une tasse 155, on peut peut-être monter un peu ça. Donc, on va regarder ça en 2025. Pour le moment, c'est plus pour faire un ajustement qu'on va voir un peu plus tard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Madame Clermont donne avis de motion. Alors, toponymie. Considérant la résolution 2024-10-394, considérant la nécessité de nommer la voie de circulation à être aménagée sur le lot projeté 6 646 780. Considérant la nécessité de nommer le parc à être aménagé sur le lot 6 458 139. Considérant le toponyme Eugène Urgel Piché, en l'honneur du premier maire de Lanoret, 1855. 1855. Premier maire de Lanoret. Oui, c'est ça. Considérant les travaux du groupe de travail réunis pour formuler des recommandations au Conseil. Considérant les normes et exigences de la Commission de toponymie du Québec, en conséquence, proposé à pied résolu de désigner la voie de communication à être aménagée sur le lot 6 646 780 comme étant la rue Eugène-U-Piché. C'est ça? De désigner le parc à être aménagé sur le lot 6 458 139 comme étant le parc Louis-E Bonaventure, de communiquer sa désignation à la Commission de toponymie du Québec aux fins d'officialisation. On a rapetissé un peu les noms parce que sinon, semble-t-il que sur une carte d'assurance maladie ou permis de conduire, il manque de cases. Alors donc, ça a l'air de rien, mais ce fut tout un débat. Enfin, mais on y est arrivé et la toponymie a accepté. Alors, c'est la bonne nouvelle. Pardon? Je suis certaine que c'est Mme Mondor qui va proposer. Qui propose? Je pense que c'est... Je vais proposer. Oui. Alors donc, Mme Lynne Clermont a fait la proposition appuyée par... Mme Mondor. Mme Mondor.
À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Bien, je vous dis, ça a donné des débats assez intéressants parce que, effectivement, il y a des noms, des fois, qui sont un peu longs pour pouvoir remplir des documents. 11.7, aires protégées et résolution d'appui. Considérant que le Québec a adhéré au nouveau cadre mondial de la biodiversité de Coming Montréal et s'est ainsi engagé à conserver 30 des terres et des océans de la planète, cible 3 d'ici 2030, considérant qu'afin d'atteindre cette nouvelle cible, les municipalités et MRC sont appelées à jouer un rôle stratégique de premier plan en raison de leur expertise en matière d'aménagement du territoire, considérant que le gouvernement du Québec a annoncé le lancement d'un appel à projet auprès du grand public pour la création d'aires protégées en territoire public méridional, continental et marin, considérant qu'au terme de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Considérant que des phases d'analyse et de concertation régionales seront portées par le gouvernement et permettront de rassembler toute l'information nécessaire à une prise de position éclairée quant aux territoires à protéger, en priorité dans la région, considérant que la priorisation des territoires à protéger prendra en compte la vision des parties prenantes régionales. En conséquence, appuyé résolu que la municipalité de Lanoraie appuie l'analyse par le gouvernement du Québec de la proposition d'aire protégée PR-1659-307 et la soumettre à un exercice de concertation régionale. Si je ne me trompe pas, on a la réserve écologique qui est le plus haut degré de protection. À Lanoraie, il y a la réserve écologique qui est à peu près 4,5 km². Vous la retrouvez lorsque vous allez à Saint-Thomas par le chemin Joliette. Elle est à gauche et à droite. Et si je ne me trompe pas, le gouvernement du Québec possède déjà des terres adjacentes, limitrophes, à la réserve écologique. Et l'idée, ce serait de les mettre à l'intérieur de la réserve écologique. Donc, d'aller chercher le plus haut degré de protection pour ces terres-là. Et ça viendrait, du coup, agrandir la réserve écologique d'autant. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Bonjour. Donc, en fait, je voulais déposer une pétition aujourd'hui à mon nom, mais aussi au nom de plusieurs concitoyens de la ville d'Lanoraie. Fait que je voulais juste vous faire une mise en contexte de la pétition, puis vous la lire par la suite si c'est correct comme ça. Donc, en gros, j'habite Lanoraie depuis plus de 20 ans maintenant. Depuis quelques années, j'ai le désagrément de vivre des épisodes d'odeurs nauséabondes qui proviennent du site d'enfouissement des déchets. Des épisodes qui sont malheureusement de plus en plus fréquents dans les dernières années, là, et pour lesquels j'ai fait déjà quelques démarches en lien avec ça. Dernièrement, aux nouvelles, on a vu que le site d'enfouissement de Billy souhaitait s'agrandir dans les prochaines années. Donc, le site situé là, à Saint-Thomas, ce qui m'a quand même un peu inquiétée. Moi, mais ça ne va pas juste inquiéter moi. J'ai eu la conscience que ça pouvait inquiéter d'autres gens de la région. Et j'ai eu vent par la suite là, de certaines démarches qui avaient lieu dans nos villes voisines, là, qui sont les villes où sont situés les sites d'enfouissement dans le moment. Donc, la ville de Saint-Thomas de Joliette, là, qui ont déposé une pétition hier soir à leur conseil municipal. À Berthier, ils en déposaient une ce soir également. Fait que la pétition que je vais vous présenter tantôt va dans le même sens là, que leur pétition. Donc, les concitoyens et moi, on a rédigé une pétition. Puis on a fait un peu de porte-à-porte, là, mais on n'a pas eu le temps de faire toute la ville, bien sûr. C'est un début de projet, fait qu'on a ramassé quand même plusieurs signatures suite aux démarches. Donc, en gros, ce qu'on demande, là, on n'est pas contre l'agrandissement parce qu'on est conscient que les déchets doivent aller quelque part. On en est conscient. Par contre, on est inquiet c'est des effets néfastes de ça, mais on veut que l'agrandissement corresponde comme aux besoins de notre région, parce que dans le moment, ça semble correspondre aux besoins de régions extérieures que la nôtre. Donc voilà, ce qu'on demande en gros au Conseil, si je résume là, la pétition, c'est qu'une résolution soit adoptée afin que la municipalité puisse défendre le principe de régionalisation devant les instances possibles, que ce soit la municipalité, la MRC, la CPTAQ, le bureau d'audience publique sur l'environnement, si jamais le projet de Billy allait se rendre jusqu'à là. Ça s'était rendu là en 2006, donc on ne souhaite pas, mais c'est une possibilité. Et à l'ensemble des ministères de différents gouvernements et autres organismes susceptibles d'être impliqués dans le projet. On veut que nos inquiétudes par rapport au projet là, soient entendues. On veut se sentir soutenu par la municipalité.
On va aussi s'assurer que vous êtes conscient qu'il y a des désagréments déjà en lien avec le site d'enfouissement en place, puis que si ça s'agrandit, on risque d'en avoir encore plus, et que vous soyez conscient des inquiétudes qu'on a par rapport au projet. Donc, la pétition mentionnait ceci, en gros, pour les gens qui l'ont signé. On a eu 491 signatures déjà là, pour la pétition. Donc, ça s'intitulait « Agrandissement du site d'enfouissement, importation massive de déchets ». Donc, considérant que l'entreprise Dépôt Rive-Nord veut agrandir le site d'enfouissement en créant une nouvelle cellule qui aura un périmètre de 4 km, considérant que depuis des décennies, des odeurs fortement nauséabondes portent atteinte à notre qualité de vie et compromettent notre développement agrotouristique, considérant que le principe de la régionalisation que l'on trouve dans la loi sur la qualité de l'environnement permet de limiter ou d'interdire l'enfouissement de matières résiduelles provenant de l'extérieur, considérant que près de la moitié des déchets qui proviennent de Montréal et qu'un pourcentage élevé provient également de d'autres régions du Québec, donc pas juste de chez nous, qui sont enfouis sur ces sites-là, considérant que l'importation massive de déchets est un facteur aggravant quant aux épisodes d'odeur et que leur intensité touche notre territoire, considérant que le projet d'agrandissement de Dépôt Rive-Nord serait limitrophe à nos tourbières, considérant de fortes craintes exprimées par l'UPA Lanaudière devant la CPTAQ le 13 septembre dernier quant au fait que le sens des écoulements des eaux souterraines du site choisi présentement par Dépôt Rive-Nord pour son agrandissement pointe vers nos tourbières à nous. Nous, signataires, là, demandons à la municipalité de Lanoret de prendre en fait et en cause en faveur du principe de la régionalisation tel qu'inscrit dans la loi sur la qualité de l'environnement et d'intercéder en ce sens auprès des instances concernées là, au projet d'agrandissement du Dépôt Rive-Nord. Je sais que, je ne vais pas donner votre adresse, mais je sais que vous demeurez dans Laurent-Saint-Henri. Oui. C'est ça, et on sait que Laurent-Saint-Henri, ce secteur-là, Saint-Henri, Saint-Jean-Baptiste, Laurent où je demeure, c'est pas drôle, Laurent-Saint-François, voilà, Laurent du Cavreau, il y a quand même des épisodes d'odeur régulières. On sait aussi qu'on va du côté à l'est, il y a le Petit Bois d'Autry, et puis il y a la Grande Côte-Est aussi qui sont touchés par ces odeurs. Oui, ça touche quand même déjà beaucoup de gens. Oui, exact. Voilà. Bravo d'avoir fait du porte-à-porte. Vous avez aimé ça? Correct. Oui. Puis bravo aux gens qui l'ont fait aussi pour pouvoir ramasser en science. Oui, parce que j'ai fait le rang chez moi, là, mais je n'ai pas fait les alentours. Mais effectivement, je sais aussi qu'il y a eu une pétition qui a été déposée à Saint-Thomas, comme vous l'avez mentionné tantôt. Oui. Puis l'autre, c'est à Sainte-Geneviève-de-Berthier qui devrait être déposée ce soir. Hier, à Saint-Thomas, il y avait plus que 1400 signataires. Là, fait il y a beaucoup, ils font des grosses démarches de leur côté aussi. C'est bon. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis, on va évidemment... À regarder. Là, on va la regarder. Le conseil va en discuter parce qu'il y a quand même une demande de voter une résolution. Oui. Alors, on va regarder ça. Merci beaucoup. Merci. C'est bien gentil à vous. Merci. Merci. Point 13, budget. La partie 1, donc budget 2025, partie 1. Tout le monde vote. Les recettes, 23 304 779 de revenus. Les dépenses, 24 629 779. C'est nos dépenses. Puis l'appropriation de surplus. De l'appropriation de surplus, comme vous le savez, il y a plusieurs parties. Hein? On a des parties d'incendie, on a plusieurs parties. Ça, c'est vraiment le total de la partie 1. C'est une appropriation de surplus de 1 320 000 $. Pour la partie 1. Donc, proposé par M. Barthe, appuyé par M. Gravel, à ma gauche, à ma droite. Partie 2. Ça, la partie 2, c'est les bouts de fosses septiques. Donc, tout le monde vote à l'exception de Sainte-Élisabeth. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Figlon, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à droite. Ça, c'est pour un montant des dépenses, c'est 832 960 là, pour les bouts de fosses septiques. Évidemment, chaque municipalité paye en conséquence du nombre de fosses septiques sur son territoire. C'est vraiment la pièce. La partie 3, c'est l'ORH. Donc, seulement les municipalités qui font partie de l'ORH, évidemment, comme tantôt, les 9 municipalités qui votent, c'est des recettes et dépenses. J'ai marqué recettes et dépenses. 90 000? Oui. OK. Recettes et dépenses pour 90 000 $. Donc, proposé par M. Bérard, appuyé par M. Lahaye, à ma droite. À ma gauche, c'est
La partie 4, ça, c'est les TI. Donc, en TI, tout le monde vote. Donc, ça, évidemment, c'est pour l'année 2025, c'est pour le budget 2025, évidemment, sauf Sainte-Élisabeth, qui se retire à partir du 31 décembre 2024. Les recettes et dépenses, c'est égal à 576 219. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Bellemare, à ma gauche, à ma droite. Merci. 13.2. Règlement prévoyant l'établissement des codes-parts, évidemment. On a voté le budget pour payer nos codes-parts. Donc, c'est pour l'établissement des codes-parts et des paiements par les municipalités pour le budget 2025. Ça me prend quelqu'un pour ça, c'est l'avis de motion. M. Barthe donne l'avis de motion. 13.3, règlement prévoyant l'établissement des codes-parts. Ça, c'est l'adoption. Donc, proposé par M. Barthe, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Merci. Une pétition, le titre est pour un site d'enfouissement exclusif à notre région. Il y a 79 signatures. Il peut en avoir davantage, si le temps de manquer. Puis là-dessus, il y a 5 ou 6 personnes qui ont refusé de signer, notamment parce que soit ils travaillaient pour Des-Pourrives-Nord, ou bien ils habitaient dans une résidence qui appartenait à Des-Pourrives-Nord. C'est les raisons pour lesquelles on a signé. C'est ça. Mais dans l'ensemble, tout le monde est d'accord avec cette pétition-là. Je vous approuve. C'est beau pour moi, on en prend connaissance. Le Conseil accepte le dépôt de cette pétition, évidemment. 14. Adjudication du contrat rénovation du futur hôtel de ville. Suite à l'ouverture des soumissions, du mercredi 20 décembre 2024 à 11 h, 6 compagnies ont déposé des soumissions conformes à ce qui était demandé au devis. Les soumissions déposées sont les suivantes. Pinard Rousseau Construction, 168 407. Les entreprises Baillargeon et Coulombe, 172 026 et 22. C. Lebeau et Fils Incorporé, 228 246 et 7 sous. 92 62 0-0400 Québec Inc. Les entreprises Constructo, 242 420 et 19. Les entreprises Philippe Denis Incorporé, 274 086 et 60. Construction Éric Lompré Incorporé, 350 151 et 7. Considérant que les 6 entrepreneurs ont déposé des substitutions conformes à ce qui était demandé au devis, considérant le plus bas soumissionnaire conforme étant la compagnie Pinard et Rousseau Construction au montant de 168 407 et 46 taxes incluses. Suivant les recommandations de M. Ghislain Lambert, ingénieur, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la compagnie Pinard Rousseau Construction au montant de 168 047 et 46. C'est pas juste une petite correction, vous avez parlé du 20 décembre, c'est le 20 novembre. C'est vrai? Un peu. On a parlé de verbalement sur la l'ouverture des soumissions. Ben oui. Non, l'ouverture, ça fait le 20 novembre. Oui, c'est correct. Le 10 décembre. Ah, le 10 décembre, excusez-moi. Excusez-moi, ça me prend le proposeur. M. Pierre-Luc Guettet, M. Gilles Couchrin. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Un petit chose à monter, c'est 168 407 le montant. Mais dans l'inspecteur, c'était dit que la municipalité prenait en charge l'électricité, la climatisation puis le chauffage, puis la fibre optique. Fait que ça, c'est un montant d'à peu près 95 000 de plus qu'il faut rajouter. Fait que je dis, ça va monter à peu près 275 000. On fait les chiffres là. C'est ça, parce que c'était mis même dans toutes les soumissions, ils savaient qu'il n'y avait pas besoin de l'électricité, la climatisation, puis le chauffage, puis ainsi, la fibre, les contracteurs. Le contracteur, il va s'occuper que le job soit fait comme faut. Auprès de ces 3 contrats-là, de ces 3 choses-là. Puis c'est lui qui s'occupe de voir que tout se fasse conforme. 8. Directive de prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les mesures d'urgence en cas d'évacuation. Il est proposé et appuyé que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola tienne compte des besoins des personnes handicapées dans sa planification des mesures d'urgence, éventuellement en collaboration avec la MRC de Dautré afin d'assurer leur sécurité en cas d'évacuation.
Ça, c'est notre chose de mesure d'urgence. Je sais qu'à la MRC, on a un pompier qui s'occupe de ça. Les mesures d'urgence, il fait toutes les municipalités, il regarde tout ce qu'on a comme dans nos choses pour nos mesures d'urgence. Puis il va rajouter ça pour les handicapés, qu'est-ce qu'on devrait faire nous autres ici. Fait que ça prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Cette installation de panneaux d'information pour faire connaître la région de la biosphère du lac Saint-Pierre. C'est proposé et appuyé que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola autorise le comité ZIP à utiliser le passage Giroux situé près de l'aire d'attente des quais du traversier pour faire l'installation de ces panneaux d'information. C'est la ZIP qui nous demande ça, on n'est pas contre parce que vu qu'ils vont installer ça là, il y a beaucoup de monde qui passe là, fait que ceux qui veulent aller voir, ils vont savoir qu'est-ce qu'on est ici pour la ZIP de Lac-Saint-Pierre, surtout pour voir et ainsi de suite. Donc, on prendrait un proposeur, M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles, il me fait plaisir, au nom du conseil municipal, de nos employés et en mon nom personnel, de remercier nos précieux bénévoles qui ont collaboré à la réalisation de multiples activités au sein de notre petite communauté de 710 habitants. Sans leurs efforts, il nous serait impossible d'arriver à réaliser autant d'activités, que ce soit pour les marchés de Noël, les marchés printaniers, que ce soit pour l'Halloween ou bien pour le spectacle de Noël, on a besoin de ces gens-là. Je tiens spécialement à remercier Mesdames France Boivin, Julie Bellil, Sylvie Désy, Ghislaine Chrétien, Martine Ferland, Maryse Courchain, Nancy Guertin, Marie Gélina, Sylvie Piette, Mélodie Houle, Jacinthe Drainville, Flavie Drainville, Charlène Terrien, Maude Boucher, Francine Gélina, Marie-Claude Barry, Amélie Drainville, Marie-Pierre Aubuchon, Francine Cardin et Mme Anne-Marie Drainville, ainsi que messieurs André Rondeau, Jean-François Coutu, Serge Boucher, Guillaume Rochette, Jean Drainville, Gabriel Moreau, Jacob Moreau, François Drainville, Dominique Moreau, Luc-André Nadeau, Maxime Gould, Jacques-Émile Cardin, Daniel Duchesne et M. Alexandre Salois-Lapointe, sans qui ces activités n'auraient pu être possibles. Un grand merci encore une fois. Alors, on commémore cette semaine un triste événement survenu il y a 30 ans, le 6 décembre 1989, alors qu'un homme avec des problèmes de santé mentale a ouvert le feu sur des étudiantes à l'École polytechnique à Montréal. Et une des étudiantes, là, tombée sous les balles du tireur, provenait de la région de Berthier. Elle se nommait Barbara Daigneault et elle suivait les traces de son père qui était ingénieur lui aussi. Son oncle, Claude Daigneault, est avec nous en studio et a accepté de livrer un témoignage à sa mémoire. Bonjour, M. Daigneault. Alors, d'abord, pouvez-vous nous rappeler là, à quel endroit vous étiez lorsque vous avez appris qu'il y a un tireur qui avait ouvert le feu à Polytechnique? Cette journée-là, du 6 décembre 1989, vous devez vous en rappeler quand même. Oui, je m'en souviens. Oui. À ce moment-là, j'étais journaliste à Montréal et je travaillais de nuit. Donc, je me levais vers midi. J'ai entendu cette nouvelle-là à la radio. Mais il nommait personne. Alors, tout ce que j'entendais, c'était un tireur fou avait abattu des gens. Il ne disait pas si c'était des femmes ou des hommes. À ce moment-là, on ne savait pas encore que c'était seulement des femmes qui avaient été visées. Là. Exact. Alors, comme tout de suite, ça a fait clic dans ma tête, j'ai dit, mon Dieu, ma nièce, elle va là, Polytechnique. Alors, j'ai appelé mon frère, puis il m'a dit, je suis au courant, là, mais il n'est pas rentré encore. On était déjà rendu à la fin de l'après-midi. Mais il dit, ça arrive souvent qu'elle décide d'aller au cinéma, puis elle rentre pas tout de suite le soir, parfois, tu sais. Je dis, assure-toi-en. Oui. N'est-ce pas? Mais finalement, j'ai décidé de faire jouer mes cordes de journaliste encore une fois. J'ai appelé un ami qui travaillait pour moi au Soleil. Et je lui ai demandé s'il était au courant de
qui était le porte-parole de la police dans cette histoire-là. Il me donne le nom puis le numéro de téléphone et j'appelle cette personne-là puis je m'explique. Je suis l'oncle de Barbara Daigneault. Puis il dit oui, il ne s'avançait pas. J'ai dit est-ce que ça serait possible de savoir, c'est pas pour publication, là, je vais attendre vos communiqués, mais est-ce qu'il serait possible de savoir si elle fait partie du groupe? Et puis, il dit, mais pourquoi vous voulez savoir ça? Ben, j'ai dit, c'est parce que je voudrais convaincre mon frère de son père de faire quelque chose, là, de s'impliquer. Je me souviens qu'il y a eu un grand soupir triste, puis qui m'a dit, dites-lui qu'il m'appelle. Alors, j'ai appelé mon frère, il a appelé ce monsieur. Quelques petites minutes après, il m'a dit, sa conjointe et lui partaient pour aller, il vivait en banlieue de Montréal ou à Montréal même, je ne me souviens plus. Et il dit, la police nous demande d'aller à la morgue. Alors, on a vu que c'était grave. Mon frère, c'était quelqu'un qui était plutôt froid. Réservé? Oui, réservé est le mot meilleur. Mais là, en ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des sentiments, puis qu'il était complètement bouleversé. Alors, il dit, écoute, on part, là, puis on va aller voir de quoi il s'agit, puis je te rappelle. Puis il m'a rappelé à 9h. 9h30, quelque chose comme ça, en me disant tout simplement Barbara est morte, elle fait partie du groupe des femmes. Ouf! Là, ça s'est mis à tourner. J'ai appelé la famille et la famille a commencé à pleurer, si je peux dire, parce que c'était une personne très amusante. Donc, elle a passé beaucoup d'été dans sa jeunesse. Elle venait tous les étés. Okay. Et puis, elle était bien connue des gens qui ne vivaient pas très loin de la maison parce qu'elle était toujours souriante et toujours de bonne humeur. C'était un drôle de paradoxe de voir que quelqu'un, d'ailleurs, on voit par la photo, elle a un joli sourire, puis, mais c'était pas quelqu'un de provocateur. Elle n'aurait pas... Puis je me suis toujours demandé si vraiment elle savait ce qu'était être féministe, parce que c'était pas très courant à l'époque de se dire féministe. Et puis d'ailleurs, elle est peut-être parmi celles qui a dit à Marthe Lépine que, ben non, on n'est pas des féministes, nous autres, on est des femmes ordinaires. On va à l'université, puis tout ça. Et il n'a jamais voulu rien écouter, malheureusement. Est-ce que vous aviez eu la chance de la voir peu de temps avant sa mort? Une couple de semaines avant, ou 2-3 semaines avant. Et puis, c'est parce que quand mon frère venait passer du temps à sa maison, évidemment, je n'arrivais pas avec ma gang, mais il était bien d'accord qu'on vienne faire des tours. Puis votre frère, j'imagine, ça a été un deuil pas facile à vivre, de perdre sa fille comme ça, à un si jeune âge? Il ne l'a jamais surmonté. Oui. C'est pour ça que je vous disais qu'il est mort de tristesse. Par contre, c'était un bon vivant. Il aimait la bonne bouffe, le bon vin, il aimait les fêtes de famille. C'était, à partir de là, disons que ça a vraiment assombri notre famille, si ça ne l'a pas détruit, là, mais... on a de la misère. Moi, je ne suis pas capable de l'oublier. Alors, on peut imaginer que n'eût été de ce triste événement aujourd'hui, elle aurait été promise à une belle carrière dans le monde du génie. Puis... Elle était... Je prends un pléonasme, là, mais c'était une première de classe. Ouais. Elle était vraiment brillante. Puis, elle avait toujours admiré son père parce qu'il était ingénieur, puis elle, ça la passionnait. Alors, elle est devenue ingénieure et puis elle n'a pas exercé longtemps, malheureusement. Quelque chose que vous voulez ajouter en terminant? Non, c'est... Merci beaucoup, M. Daigneault, pour votre témoignage. Très apprécié.
Je suis en compagnie de Jimmy Mondor, qu'on vient d'attraper au vol, parce que c'était un gars occupé puis tout ça. On fait-tu juste une petite mise à jour? Parce que, tu sais, il y a toujours beaucoup de rumeurs, il y a toujours beaucoup de choses. Bon, on va démystifier tout ça avec plaisir. Quand on s'était parlé au mois d'août, au mois de septembre, tu dis, les plans sont déjà faits, on embarque. Mais quand tu embarques dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi. Il y a des impondérables ou des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas toujours planifiées. Là. Absolument. Écoute, c'est un gros projet. On a présentement, je pense, le plus gros projet par rapport à Sobeys à travers le Canada. Okay. Donc, ça se passe ici à Berthier. Gros chantier. Effectivement, les plans étaient faits au mois de septembre, quand même très rapidement, les plans d'implantation. Sauf que tout ce qui est le plan, il y a beaucoup d'autres trucs que l'implantation des équipements puis du layout du magasin. Plomberie, électricité, réfrigération. Donc, tant qu'à faire, on l'a fait au complet. Donc, on repart à neuf. Donc, présentement, toute la dalle de ciment est enlevée. C'est ça qu'on a vu, là. Dernièrement, on a passé, puis on recommence, on repart à la base. Bon, la structure reste bien sûr en place, mais la base est enlevée parce qu'il y a beaucoup de contaminants qui sont rentrés dans les tuyaux. Fait qu'on peut pas repasser des nouveaux trucs dans les tuyaux qui a eu de l'eau. Donc, on s'assure de remettre ça aux normes. Donc, oui, ça prend du temps, mais il y a du gros jus de bois derrière de ça. Il y a beaucoup de planification. Puis, comme dans n'importe quoi, c'était pas prévu. Donc, les plans n'étaient pas faits pour que ça soit effectif le lendemain matin. Les équipements, il faut que ça soit commandé aussi. Exactement, à commander. Fait que tout ça fait que c'est le plus gros chantier présentement pour une épicerie Sobeys à travers le Québec et le Canada. Tu as reçu un prix justement lors du dernier congrès Sobeys qui est le meilleur employeur de Sobeys, mais tu es encore dans cette optique-là, je veux dire, les employés, parce qu'on avait parlé que les employés étaient payés, que tu continues encore de payer, party de Noël, des choses qui sont... Oui, gros party de Noël qui s'en vient. Malheureusement, personne n'était invité à part ma gang, mais vous allez voir passer des photos, c'est un beau party. Fait que ceux qui veulent venir au party, ils peuvent. Il faut qu'ils viennent appliquer au magasin. On engage. Tu es encore en pleine planification. Tu es déjà en planification d'engagement et tout. Oui, absolument. Mais pour venir au prix, oui, j'ai été nommé l'employeur exemplaire au Québec par rapport à tout ce qui est les IGA. Fait que j'étais super content à travers tous les marchés, traditions IGA du Québec. Je travaille beaucoup, j'adore mon équipe, fait que j'essaie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Je suis un gros party de Noël, mais au-delà de ça, des actions quotidiennes qui sont cool. Tantôt, tu me parlais de Sobeys. Tu as l'appui total parce que c'est quelque chose, là, parce que, tu sais, il faut quand même. Là, t'es rendu, je ne veux peut-être pas donner de chiffres, peut-être que tu ne voudras pas, mais dans le temps, on avait parlé peut-être d'un 6 millions, de 4 millions, mais tu as peut-être un petit peu plus d'investissement, on est rendu. Absolument. C'est ça, en refaisant tout. La configuration du magasin, en changeant tous les équipements, oui, ça dépasse le montant que tu as mentionné. On est rendu au-dessus de 10 millions facile. Puis, tout ça pour dire que Sobeys nous appuie à 100%, à 110%. Ils ont une grosse équipe en arrière d'eux autres. À l'interne, ils ont beaucoup de ressources, donc toutes ces équipes-là travaillent fort, puis je vous confirme, c'est des courriels, j'en ai des tonnes par jour à planifier tout ça, parce que vraiment à l'intérieur, ils ont des ingénieurs, ils ont des spécialistes dans tous les domaines. Donc, appuyer, puis c'est une des forces de Sobeys IGA, c'est d'épauler leurs marchands propriétaires. C'est une compagnie en or, je les adore, je suis partenaire d'affaires avec eux autres depuis bien longtemps, puis dans ce dossier-là, encore une fois, je suis choyé que ce soit bien compté. Ouais, absolument. En terminant, Jimmy Mondor, toujours actif, tu es toujours en train de faire un nouveau projet. Est-ce que ça l'a calmé tes ardeurs ou comment tu vis ça? Ils sont juste, ils sont juste drainés différemment. Donc, mais non, au contraire, j'en profite pour ce temps libre-là, parce que c'est pas du temps libre, parce qu'il y a beaucoup de travail, de planification, mais pour justement m'occuper de d'autres de mes entreprises, aller mettre le nez encore plus dedans. Je passe beaucoup de temps à mon autre IGA, la Valtérie, mais aussi tout ce qui est mon réseau de stations d'essence, notre volet restauration avec le Tasker que vous connaissez ici bien Berthier, mais donc impliqué dans d'autres projets. Donc les journées sont toujours aussi agréables et remplies. En tout cas, on va souhaiter un joyeux Noël, bonne année, puis on va souhaiter une ouverture de magasin en 2025. Ouais, soyez prêts tout le monde. OK. Je te remercie, Jimmy. Merci. C'est correct, ça compte?